Chers amis universitaires, pour bien commencer cette dernière journée de notre 29e université d'été, nous avons demandé à M. Guillaume Golphin de bien vouloir venir. Écrivain, enseignant, cofondateur du Collège Saint-Germain, organisation pour l'étude de la philosophie chrétienne, vous êtes, cher monsieur, diplômé d'un double doctorat en philosophie, l'un canonique, obtenu à l'Institut catholique de Paris, et l'autre, plus classique, à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous vous dites passionné par la recherche fondamentale en philosophie et entendez inscrire vos travaux dans le service du bien commun. Nul doute que vous étiez donc pour nous la personne adéquate pour nous parler d'écologie et mondialisme. Merci. Et bonjour à c'est bon? Oui, au niveau du micro, ça. Il faut peut-être que je l'approche, hein, c'est ça. Excusez-moi. Est-ce que c'est mieux? Non? Encore un peu? Bon. Est-ce que. Il faut vraiment que je parle près du micro, d'accord. Bon, excusez-moi, très bien. Donc, bonjour à tous. Et je tenais d'abord, pour commencer, à remercier Jean-Pierre Maugendre pour son invitation. Donc, c'est la première fois que je viens à Renaissance catholique, en tout cas à l'université d'été. J'avais eu l'occasion de venir aux rencontres du livre déjà. Mais je suis très honoré de cette invitation. Et je tiens également à souligner quand même la relative inconscience de Jean-Pierre Maugendre en m'invitant. Parce que, oui, je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais puisqu'avoir écrit un petit livre sur la mondialisation, le livre n'est pas très épais, ne fait pas de moi, loin s'en faut, un spécialiste de la question. Quant à l'écologie, eh bien, jusqu'à cette invitation, je ne m'y étais intéressé que de très loin. Et en fait, c'était très largement pour moi une terra incognita, au-delà des connaissances, disons, communes que nous pouvons tous avoir à ce sujet. Alors, bien sûr, j'ai quand même un petit peu travaillé la question. J'espère que ce que je pourrais avoir à dire va vous intéresser. Je compte aussi un peu sur votre indulgence parce qu'on ne comble pas d'immenses lacunes en quelques semaines, même si on a un petit peu travaillé. Alors, s'interroger donc sur écologie et mondialisme, c'est le sujet qui m'a été soumis. C'est bien sûr étudier les relations entre ce qui se présente d'abord comme une science de la nature, qui s'est prolongée depuis les années 60 du XXe siècle en une forme de discours politique, et ce qu'on a assez spontanément tendance à qualifier d'idéologie mondialiste. Bon, j'essaierai d'éviter peut-être le terme d'idéologie, mais il est certain que le terme de doctrine pour évoquer le mondialisme est peut-être trop précis. C'est pas forcément une forme de pensée tout à fait structurée non plus, encore que c'est pas non plus informe. Mais il n'y a pas forcément de doctrine très très précise. En tout cas, il y a une forme de pensée, disons, qui se traduit surtout dans une action qu'on va appeler mondialisme. Je vais bien sûr y revenir. Alors, je vais commencer d'abord par essayer en effet de caractériser un peu ces deux termes, pour essayer de voir quelles relations on peut établir, on doit établir entre les deux. Alors vous savez sans doute, puisqu'il y a déjà eu quelques interventions aussi bien sûr sur l'écologie avant la mienne, hein, vous savez sans doute que le terme d'écologie a été forgé par le naturaliste allemand Ernst Haeckel en 1866 pour désigner, je cite, la science des relations des organismes avec le monde environnant, auquel nous pouvons rattacher toutes les conditions d'existence au sens large. C'est dans un ouvrage sur la morphologie générale des organismes, publié en 1866, que vous pouvez trouver, texte qu'on peut trouver dans une anthologie que je signale, qui est les grands textes fondateurs de l'écologie, publié en 2013, chez Jean Flammarion, qui est extrêmement intéressant, puisque ça donne accès à un certain nombre de textes qui sont souvent fondamentaux, en effet, et en tout cas intéressants. Bien, ces conditions d'existence telles que l'entendait Haeckel sont à la fois d'ordre organique. Il s'agit bien sûr de la coexistence, de l'interaction entre les êtres vivants,
et d'ordre inorganique, c'est tout le rapport avec les propriétés de l'air, du sol, bref, tout ce qui a trait en effet à l'environnement au sens très général. Bien. Haeckel adjoignait du reste à ce terme d'écologie, dont il est l'inventeur, tous les historiens sont d'accord pour le dire, hein. Il lui adjoignait un autre terme qui, lui, n'a pas eu de postérité, ce qu'il appelait la chorologie, c'est-à-dire la science qui a pour objet la distribution des espèces vivantes sur la surface terrestre. Donc ce terme, je le disais, voilà, n'a pas eu de lendemain, mais en fait il correspond à ce qui est souvent considéré comme le véritable point de départ de l'écologie, avant Haeckel, avant l'invention du terme, hein, et qui n'est autre que l'ouvrage du naturaliste allemand Alexander von Humboldt, qui était un contemporain des romantiques, hein, et de Goethe, dans son ouvrage donc, Essai sur la géographie des plantes, donc, qui était un premier ouvrage qui essayait de comprendre de manière raisonnée la distribution des espèces végétales sur la surface du globe, à partir de travaux que Humboldt avait fait notamment en Amérique, enfin plusieurs coins du globe, mais notamment en Amérique. Bon, celui d'écologie donc sera repris. Voilà, ce terme donc, de chorologie donc n'aura pas de postérité, mais il correspond quand même à un souci par rapport justement à une interrogation sur comment se distribuent et comment s'organisent les êtres vivants d'un point de vue spatial, géographique. Alors le terme d'écologie, lui, bien sûr, sera repris. Il sera repris officiellement en 1913 par un groupe de naturalistes britanniques qui fondent donc la British Ecological Society, donc en 1913. Et ces naturalistes sont principalement des botanistes. Alors l'écologie, ainsi définie, pourrait sembler, et peut sembler, jusqu'à un certain point, proche de la géographie, quelques affinités. De fait, la relation des deux disciplines n'a jamais été très simple ni très claire. Toutefois, donc, l'écologie s'en distingue de manière quand même assez nette, puisqu'elle va s'appuyer de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus directe sur les sciences physiques et chimiques, et biologiques bien sûr, ainsi que sur l'approche évolutionniste et darwinienne, qui prévaut assez rapidement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, et donc de la publication de l'origine des espèces, le maître ouvrage de Darwin. Haeckel lui-même est un darwinien convaincu. Il est l'introducteur, très, très largement le diffuseur du darwinisme en Allemagne, très largement à l'origine du darwinisme allemand, qui est l'une des deux branches majeures du darwinisme avec la branche anglo-saxonne. Et au-delà, Haeckel fait de l'écologie et donc de la chorologie, bon, je n'y reviens pas, la base de ce qu'il appelle la théorie moniste, qui est de manière explicite et vraiment revendiquée de façon très claire, voire polémique chez lui, hein, une doctrine anti-religieuse, matérialiste, anti-religieuse, anti-créationniste. Il s'agit d'expliquer la naissance des espèces et leur propagation d'un point de vue purement matériel, c'est-à-dire par l'interaction de la matière et des propriétés matérielles. Alors même si les travaux des écologistes par la suite n'ont pas tous, loin s'en faut, cette portée polémique que revêt l'écologie chez Haeckel, il reste que cette approche radicalement naturaliste, au sens de la science moderne, et j'y reviendrai, demeure l'un des postulats essentiels de l'écologie. Je vais vraiment devoir y revenir. Bien. Alors, à partir de là, pour le dire de façon très schématique, puisque bien entendu, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, loin s'en faut, l'écologie va trouver donc un très fort développement au cours du XXe siècle. Donc, il n'est pas possible de retracer tous les entrelacs qu'a connu cette science entre sa composante européenne, sa composante américaine, sa composante russe et puis soviétique, qui a été extrêmement importante. Je m'en tiendrai à quelques indications assez sommaires. Donc très, très schématiquement, l'écologie se développe dans un premier temps autour de la géographie des plantes. Enfin, c'est le point de départ. La société écologique britannique, et je l'avais signalé, était surtout le fait de botanistes. Ça va marquer assez durablement l'écologie, qui s'interroge beaucoup d'abord sur la question des végétaux, la distribution des végétaux. Mais ceci d'un point de vue dynamique aussi, comment une zone d'un territoire donné pourrait être peuplée, on va dire, successivement à travers le temps, donc par des espèces vivantes, et comment ces espèces vont interagir les unes avec les autres, se limiter mutuellement, bon, ou voire aussi
s'aider, puisqu'il y a les phénomènes de symbiose qui peuvent jouer. Bref, quelles sont toutes ces relations qui vont permettre d'expliquer que dans un temps donné, un territoire donné soit peuplé et qu'il y ait, au bout d'un certain temps, un remplacement par d'autres espèces végétales qui vont l'emporter. Bon. Autant de questionnements qui sont l'un des foyers de départ, en tout cas, de la réflexion en écologie. Une approche plus globale va ensuite donc se développer, qui va tenir compte de tous les acteurs, les animaux, et aussi dans les acteurs plus physico-chimiques, qui va conduire à énoncer la notion devenue tout à fait courante, que nous connaissons tous, au moins en tout cas le terme, la notion d'écosystème. Bon, l'écosystème qui va se définir comme disons, un lieu géographique suffisamment unifié, suffisamment clos sur lui-même, pour pouvoir être étudié d'un point de vue justement systématique comme étant voilà, un développement un peu endogène, si on peut dire, mais mettant en jeu, bien sûr, un grand nombre d'espèces différentes et de facteurs physico-chimiques différents. Bien, l'écosystème va comprendre tous les paramètres que déjà vous voulez mettre en avant Haeckel. Alors ceci va se développer, y compris sur un plan très mathématique, très mathématisé, en s'appuyant sur les théories physiques et notamment la fameuse thermodynamique, c'est-à-dire toute une réflexion autour de la question énergétique. Et avec des questionnements sur la transformation de l'énergie à partir de l'énergie solaire, comment ça va se transformer, ça va être absorbé par les végétaux, transformé en biomasse, quels seront combien il faudra en termes d'énergie, tel taux pour pouvoir après nourrir telle population animale, bon, et ainsi de suite. Comment on passe de la synthèse primaire vers une synthèse secondaire. Toute la question de ce qu'on va appeler l'approche trophique. Bon, l'approche trophique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la nutrition, en fait, mais comprise en termes vraiment de raisonnement énergétique. Bien, à partir de là, on essaie de comprendre, de modéliser les cycles des éléments, l'azote, le carbone, bon, et ainsi de suite. Je ne peux pas là encore rentrer bien sûr dans tous les détails. Cela va conduire à des approches même plus spéculatives, troisième aspect que je souligne, voire avec des gros guillemets un peu plus mystiques, avec la notion de biosphère qui va être dégagée par le savant russe Vernadsky, qui était l'un des grands écologistes, biologistes écologistes russes puis soviétiques, qui est à cheval sur le 19e et 20e siècle, lequel aura l'occasion de rencontrer un certain Teilhard de Chardin et d'adopter, un peu à la suite de cette rencontre et puis je pense de la lecture de Teilhard de Chardin, la notion aussi de noosphère. Bon, alors ça, je ne m'étendrai pas sur ça, mais la biosphère, il va la définir en fait comme l'interaction en fait globale justement de tous les êtres vivants entre eux et avec la Terre en tant que matrice, on va dire, il fait un support physico-chimique, mais considéré d'un point de vue vraiment global. La biosphère, c'est la Terre en fait considérée du point de vue justement du développement des formes de vie et de toutes les interactions que l'on peut supposer. Donc c'est l'interconnexion, on peut dire, de tous les êtres vivants et dans leur rapport avec la Terre. Bon, ceci pourra même être développé jusqu'à la fameuse hypothèse Gaïa, développée par le savant américain Lovelock, où la Terre est considérée comme un être vivant ou un quasi-être vivant, interagissant avec tous les acteurs particuliers que sont les êtres vivants singuliers, les espèces vivantes, et bien sûr l'homme. Avec cette idée qu'il y a une sorte d'autorégulation de la Terre. Bon, ce sont une hypothèse qui a été très critiquée, y compris bien sûr dans les milieux écologistes, mais qui a quand même aussi marqué assez la réflexion. Dernier aspect à souligner, la mise en accusation progressive, bien sûr, de l'activité humaine comme perturbatrice des équilibres naturels. Donc ça va intervenir à partir surtout de la seconde moitié du XXe siècle. L'interrogation sur le rôle de l'homme dans la nature est antérieure, même sous la forme d'une certaine inquiétude sur les dommages que pourrait provoquer donc, l'activité humaine. Ça remonterait même au XVIIIe siècle chez certains auteurs. Ça se trouve au XIXe siècle, mais très clairement, ça va avoir un développement et prendre une acuité beaucoup plus forte au XXe siècle, psychologiquement au moins, enfin physiquement quand même aussi, mais
psychologiquement, il est évident que les bombes atomiques, à partir des essais au Nouveau-Mexique, et puis bien sûr de largage des bombes sur les villes japonaises, va beaucoup marquer de ce point de vue-là, et sans doute constitue un peu un point de départ d'une interrogation vraiment accrue. Alors, ça sera scandé par un certain nombre d'ouvrages, dont l'un des plus célèbres est celui de l'américaine Rachel Carson, Printemps silencieux, publié en 1962, qui, pour la première fois, met en accusation l'usage intensif de pesticides dans l'agriculture et les répercussions que cela peut avoir sur les êtres vivants, végétaux, animaux, mais y compris l'homme et la santé humaine. Bon, j'aurai l'occasion un petit peu d'y revenir, bien sûr, un développement donc, de ces interrogations, une mise en accusation de plus en plus forte de la part de certains, en tout cas écologistes et savants, de cette activité humaine, une inquiétude qui va être soit sincère, soit manipulée, ça reste encore un point qui mériterait discussion, mais en tout cas qui va être croissante. Jusqu'au catastrophisme que nous connaissons encore de nos jours, hein, qui commence assez clairement avec le fameux ouvrage là aussi de Paul Ehrlich, La bombe P, P pour population, publié en 1971, là, qui est clairement dans une optique assez apocalyptique sur le fait que voilà, la Terre ne pourra pas subvenir aux besoins d'une population qui se développe, une population humaine qui se développe de façon exponentielle. Bon, les prédictions d'Ehrlich se sont avérées pas complètement fausses sur le plan des calculs qu'il avait fait en termes de nombre de populations, puisque ça correspondrait à peu près à ce qu'il prédisait pour le coup, mais par rapport aux conséquences, lui donc imaginait une sorte d'hécatombe par défaut de nutrition. Donc une approche radicalement malthusienne qui va beaucoup marquer et qui continue à marquer le discours écologiste, qui du coup donc, va se développer en un discours politique. Je vais y revenir dans quelques minutes. Bon voilà, pour très schématiquement, je me suis un petit peu étendu, et à la fois ça reste vraiment très très schématique bien sûr, hein, donner quelques jalons sur le développement de ce qui est vraiment, rappelons-le quand même, une science au départ, hein, et qui va donc avoir un débouché politique assez clair, qui continue à être une science, mais qui a aussi donc ce versant politique. Alors si j'étais un petit peu loin sur l'écologie, je vais peut-être pouvoir aller un peu plus vite sur le mondialisme, encore qu'il y aurait bien sûr beaucoup à dire. Bon, le sujet est un peu plus connu sans doute. Bon, le terme de mondialisme, c'est un terme plutôt péjoratif, plutôt utilisé par ceux qui vont s'opposer à la mondialisation. Il va désigner de façon très générale la conception des apologues de la mondialisation. Donc on désigne par mondialisme, c'est plutôt ça, ceux qui vont faire l'apologie de la mondialisation et ceux qui vont en faire au-delà de l'apologie, la promotion, parce que c'est pas qu'au niveau du discours, c'est aussi bien sûr au niveau de l'action, pour amplifier, approfondir ce phénomène de mondialisation qui n'est autre que l'intégration toujours croissante, toujours plus poussée jusqu'ici, des États et des sociétés, des peuples, dans un réseau de relations planétaires qui sont dominés par deux versants majeurs, le marché sur le plan de l'économie, et plus largement donc l'économie, y compris la finance, ce qui serait un peu à part, mais enfin, qu'on peut intégrer en un sens très large à l'économie, et d'autre part le droit supraétatique, qui va se former au sein d'instances elles-mêmes supraétatiques, qui sont d'ordre politique, comme l'Organisation des Nations Unies, comme l'Union européenne, qui sont d'ordre purement commercial, comme l'OMS, qui sont d'ordre directement juridique, comme notamment les diverses cours de justice, soit internationales, soit au niveau européen, pour ce qui nous concerne en Europe. Bon, le but de tout ceci étant assez clairement d'unifier sur le plan économique, sur le plan juridique, et par voie de conséquence sur le plan moral, sur le plan des mœurs, les sociétés humaines, en bridant ce qu'on appelle classiquement la souveraineté des États. Bon, le but, au-delà de cette uniformisation, est assez clairement
le but, oui, ou l'horizon, c'est une sorte de gouvernance mondiale, dont ce que nous sommes en train de vivre nous fait de plus en plus palper, je dirais, de façon assez quand même claire maintenant et assez aiguë, la réalité. Le fait que la gestion de l'épidémie, qui n'est pas encore totalement finie, que nous connaissons depuis 1 an et demi maintenant, à peu près, ou un peu plus, le fait qu'elle soit quand même très uniforme sur le plan mondial ne peut bien sûr qu'interpeller, interroger, et bien sûr manifeste cette force que revêt donc ce pouvoir qui n'est pas encore, enfin, un pouvoir mondial très bien dessiné, on va dire, mais qui de fait est quand même une réalité et qui vise bien sûr à toujours plus asseoir une forme de gouvernance mondiale. Bon, alors à partir de là, bien sûr, il faut se demander si cette mondialisation et cette doctrine mondialiste, alors, bon, en termes de doctrine, je le disais en introduction, est sans doute trop précis parce que c'est pas forcément formulé sous une forme extrêmement précise sur le plan intellectuel, mais enfin, bon, ça correspondrait quand même un peu à ça. Si cette doctrine mondialiste a en effet des rapports étroits, enfin des rapports tout court, des rapports étroits éventuellement avec l'écologie. Et bien sûr, quels sont-ils? Alors, dans un deuxième temps, hein, le fait qu'il y ait des rapports, bon, ça c'est bien sûr une évidence. Le fait qu'il y ait une connivence de fait entre mondialisme et écologie est clair et ça s'est donc, je dirais, installé, s'est monté en puissance de façon assez concomitante à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Ça correspond au dernier aspect que j'ai souligné de l'écologie, hein, le soulignement donc de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement terrestre, y compris le fameux climat, et par conséquent l'émergence de l'écologie comme force politique. Bon, les biais par lesquels les liens se sont tissés, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ça serait un peu fastidieux du reste, hein, mais le point de départ, très clairement, c'est quand même la création d'un grand nombre d'ONG, et ça a commencé, comme bien souvent, et étant donné le contexte historique, c'est tout à fait compréhensible, par des mouvements donc, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, hein, un grand nombre d'ONG qui ont commencé donc, à militer pour justement la question environnementale, contre l'usage des pesticides par exemple, en tout cas un usage intensif, contre l'énergie atomique en tant qu'elle peut être destructrice, bon, et ainsi de suite. Bon, rappelons que les États-Unis sont des pionniers sur cette question de la protection de la nature. Ils ont été les premiers à créer les parcs naturels. Bon, le tout premier est celui de Yellowstone, hein, qui est bien connu. Enfin, en tout cas, le nom est bien connu. Il y en a eu un certain nombre. Et cette problématique de protection de l'environnement et d'un certain rapport à la nature, elle émerge, en tout cas de manière quand même structurée, aux États-Unis. Bon, progressivement, donc, ça va se développer jusqu'à conduire ce que nous connaissons relativement bien, c'est-à-dire le fameux sommet de Rio en 1992, qui va mettre donc un peu à l'ordre du jour la question environnementale. Et donc il y aura d'autres sommets assez régulièrement qui suivront, et avec un très fort lobbying, bien sûr, pour mettre la question écologique environnementale à l'ordre du jour des politiques étatiques, et s'efforcer de coordonner ça donc, sur le plan international, et donc d'imposer des normes, disons, écologiques, disons ça ainsi, aux divers États, dans une sorte d'uniformisation progressive justement des normes, comme on l'a sur d'autres aspects de l'existence, à travers donc, ces instances supra-étatiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, qu'il y ait une connivence, bon, de fait, c'est évident. Maintenant, la question est de savoir, peut-être
au-delà du fait, si cette connivence, elle correspond à une connivence de droit. Autrement dit, est-ce qu'il y avait une certaine, on pourrait dire, une sorte de prédisposition à ce que mondialisme et écologie se rencontrent. L'écologie était-elle appelée à se fonder dans le discours mondialiste de ce fait à coïncider et à être en connivence avec un certain nombre de thématiques qui sont portées par l'idéologie mondialiste, telle que l'opposition au patriarcat occidental, par exemple par l'écologiste indienne Vandana Shiva, qui a pris la cause de la défense des femmes et des agricultrices en Inde contre justement la politique des grandes multinationales, mais qui en même temps en profite, si on peut dire ainsi, pour se retourner bien sûr contre l'Occident, bon, ce qui n'est pas forcément complètement incompréhensible, hein, mais en même temps en mettant le doigt sur le côté patriarcat occidental, bon, voilà, ce qui tout de suite interroge un peu davantage. Bon, les courants, la proximité des courants écologistes avec le féminisme, donc, avec toutes les mœurs que nous qualifierions, je pense, tous ici, centre de mal contre nature, bon, est assez évidente sur le plan factuel. Maintenant, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que ceci était, sinon préécrit, en tout cas, comme je disais, est-ce qu'il y avait une certaine prédisposition, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une alliance un peu fortuite à l'occasion du militantisme, on va dire, intelligent de certains et de l'action militante intelligente de certains, bon, dans une sorte de conquête du pouvoir. Alors, pour essayer de répondre à cette question, ce sera le dernier temps de mon exposé, il faut, en fait, je pense, vraiment remonter à l'écologie comme science, et quitter le versant strictement politique, qui, en fait, pourrait fonctionner plus comme un écran, je crois, ici, que comme un révélateur. Il faut remonter un peu au type de science qu'est l'écologie pour montrer que, je crois, il y a en effet une certaine connivence, enfin une certaine convergence, pardon, connivence, c'est pas le terme, une certaine convergence objective qui se dessine. Alors je vais devoir être là aussi un peu schématique, mais pour aller à l'essentiel, je vais donc essayer de caractériser un peu le type de science qu'est l'écologie et montrer qu'il y a en effet des similitudes, des affinités avec une perspective, disons, de mondialisation. Alors là, l'écologie, c'est une science moderne. Bon. Elle se développe, je l'ai très schématiquement dit tout à l'heure, à partir bien sûr du XIXe siècle, dans un contexte donc porté par le darwinisme, c'est vrai, mais qui s'appuie en même temps sur les sciences physiques. Et la seconde moitié du XIXe siècle, c'est quand même vraiment l'époque triomphale de la physique, avec le développement de tout ce qui est thermodynamique, l'électromagnétisme, etc. Bon, alors, ce qui va intéresser l'écologie, c'est notamment la thermodynamique. Bref, on est donc dans un rapport avec des sciences physiques dures, comme on dit parfois. Hein. J'aime pas trop cette expression du reste, mais enfin, bon, peu importe. Avec les sciences physiques vraiment reconnues comme étant vraiment les sciences fondamentales. Bien sûr, sur la biologie aussi, qui connaît aussi un fort développement à cette époque-là. Rappelons au passage que c'est quand même l'émergence de la théorie génétique, c'est contemporain, hein, c'est le dernier tiers du XIXe siècle que les choses se mettent en place. Bon. Alors cette science moderne cartésienne, comme ainsi que je vais l'appeler, c'est pas le savoir de Descartes que je vise par là, mais le type de science qu'a contribué à mettre en place Descartes, eh bien, se caractérise bien sûr par un certain nombre de traits. Bon, j'en retiendrai certains, pas tous, mais les principaux pour mon exposé. Disons que la science cartésienne, de façon générale, c'est une science de la quantité qui va s'appuyer donc sur la mesure, sur les mesures prises sur les choses et sur un travail de mesure. C'est ensuite une science des relations. C'est-à-dire c'est une science qui va s'intéresser non pas à la nature des êtres considérés, d'un point de vue au sens, disons, plus aristotélicien du terme de nature ici, mais qui va s'intéresser à l'interaction entre les êtres. Ce qui intéresse, l'objet premier de ces sciences-là, c'est les fameuses lois de la nature, qui sont une sorte d'interaction structurante, fondamentale. Bon, la loi de Newton sur la gravitation universelle étant la première fondamentale qui a ainsi été dégagée. Donc l'objet premier, ce sont ces relations qu'on peut qualifier de relations fonctionnelles, qui vont bien sûr être exprimées le plus qu'il se peut sous forme mathématique.
Par suite, dernier trait que je retiendrai, la science cartésienne, c'est une science qui procède par idéalisation, disons, étude sur un cas idéal défini avec des paramètres définis de manière quand même idéale, qui par opposition à une science, disons, vraiment empirique, qui partirait d'un constat, d'une observation, disons, empirique. Alors bien sûr, l'écologie correspond imparfaitement à ça, puisqu'elle a une base empirique qui est incontestable, et qui fait, à mon sens, je pense, bon ça serait bien sûr à étudier plus amplement, hein, mais qui fait la part vraiment de connaissances véritables que contient l'écologie, qu'il faut quand même le dire, l'écologie a apporté quand même un savoir véritable, alors qu'il faudrait sans doute critiquer, qu'il faudrait peut-être arriver à bien déterminer, mais il est impossible bien sûr de nier qu'elle ait apporté quand même des éléments importants de compréhension du fonctionnement de la nature sur la Terre. Mais il reste que toute lestée quand même d'une certaine expérience au sens empirique du terme, elle reste quand même fondée sur des procédés donc d'études de relations quantitatives, fonctionnelles, qui inévitablement appellent l'idéalisation. Alors ceci a des conséquences. Ceci a des conséquences, parce que d'abord les trois caractéristiques que j'ai ciblées sont liées. On va étudier les relations parce qu'on part de la mesure, sachant qu'une mesure prise en elle-même pour elle-même n'a pas en soi un très grand intérêt. Ce qui va être intéressant, ce sont les relations de quantité. Comment les taux vont varier, par exemple, le taux d'oxygène, les taux d'azote, les taux de carbone. Ce n'est pas une mesure ad hoc comme ça qui est intéressante, qui est parlante, mais c'est des variations à travers le temps, le dynamisme. Donc le fait que la science de la mesure se développe en science des relations, c'est inévitable, d'un point de vue d'un dynamique. D'où, bien sûr, la mathématisation aussi possible, la rencontre entre mesures quantitatives donc, et relations, ça se traduit par des équations fonctionnelles en physique que vont utiliser aussi, adapter en partie, et utiliser les écologistes, ou les écologues plutôt, comme on dit, dans leurs travaux, en tout cas certaines branches de l'écologie. Le fait de s'appuyer sur l'idéalisation, c'est aussi inévitable, puisque une mesure prise en elle-même, une mesure on pourrait dire brute, là encore n'a pas un grand intérêt. Ce qui va bien sûr avoir un intérêt, c'est de pouvoir comparer et donc de pouvoir généraliser ces mesures en les multipliant et puis en donc les généralisant et donc en procédant par modélisation. Alors tout ceci conduit à quoi? Tout ceci conduit au fait que ces sciences-là, et l'écologie n'y échappe pas, se développent sous forme de systèmes en fait, de sciences on pourrait dire systémiques. Et par système, il faut entendre un ensemble dont tous les éléments sont codéterminés ou se codéterminent mutuellement. Inévitablement, un système tend à être déterministe. L'écologie a peut-être moins versé que d'autres sciences dans un déterminisme radical, parce que c'est beaucoup trop complexe sans doute, mais l'horizon intellectuel reste celui-ci. Alors maintenant, le système peut être local, c'est précisément une chose d'écosystème, qui est un système donc local déterminé, plus ou moins vaste. L'écosystème, ça peut être la savane, donc qui est très vaste sur un plan géographique. Ça peut être un lac, ça peut être une île, ça peut avoir des dimensions très, très variables. Mais c'est toujours un système local. Tout comme, je dirais, la physique tend de soi vers la cosmologie, puisque son premier principe, la conservation de l'énergie, ne vaut que sur un système fermé, et il y a de véritables systèmes fermés que au point de vue de l'univers. Donc il y a tout de suite, c'est pas du tout un hasard, bien sûr, une tendance à une systématisation globale et donc à avoir un point de vue absolument universel de ce point de vue-là, enfin global, universel c'est le terme biaisé, mais global sur les choses. De même, l'écologie va inévitablement être entraînée à envisager les choses d'un point de vue systématique global. La notion de biosphère que j'évoquais tout à l'heure apparaît de ce point de vue-là comme tout à fait logique. Si on étudie les écosystèmes, on peut les étudier de façon relativement autonome, mais inévitablement, on sera amené à étudier comment ils interagissent les uns par rapport aux autres.
Bon, la question, bien sûr, du climat va inévitablement être envisagée aussi de façon globale, puisqu'elle dépend de facteurs qui sont de fait très largement, enfin, qui sont à des niveaux d'échelle quand même très, très importants, hein, puisque ça va dépendre des grandes masses d'air et des différentes chaleurs dans des zones du globe très, très différentes. Bon, je ne vous apprends rien. Donc, inévitablement, voilà, on va être amené à penser en termes de système global. De ce point de vue-là, la connivence avec une pensée qui, sur un plan politique, je veux parler bien sûr du mondialisme, tend à envisager aussi les choses du point de vue global, peut se comprendre. On peut aller, je pense, un pas plus avant. La pensée systématique, ou je dirais plutôt la pensée systémique, en fait, abolit la véritable notion d'ordre, qui, saint Thomas nous le rappelle, suppose l'ordination à un premier. Et même, en fait, n'est autre que cette ordination à un premier, avec en plus un ordre de succession et de gradation. Donc, autrement dit, dans un ordre, un notion d'ordre, il y a un principe dont tous les éléments de l'ordre considéré vont dépendre. Or, dans une pensée plus systémique, on abolit la relation à un premier, puisque tous les éléments se codéterminent mutuellement. Et donc, on va abolir en fait une sorte de relation de l'antérieur au postérieur, en tout cas sur le plan non pas forcément chronologique, mais sur le plan au-delà du plan logique, sur un plan vraiment réel, enfin, sur le plan du principe. Et bon, ça m'entraînerait trop loin sur la question de la causalité. Bon, je laisse ceci. Mais donc, s'il n'y a plus d'ordination à un premier, on tombe en effet sur une pensée qui inévitablement va être immanentiste, c'est-à-dire va envisager les choses sur un plan d'horizontalité en fait intégrale, sans hiérarchie, ordination à un principe premier, pas de hiérarchie entre les êtres. Tous vont être ramenés à un même niveau, bien entendu, y compris l'homme. Là aussi, on peut trouver une connivence, une convergence avec le mondialisme, dans la mesure où cette pensée va envisager les différents pays, les différents peuples, comme autant d'acteurs locaux d'un réseau global qui est envisagé sur un même plan. Et dont tous les acteurs locaux sera en fait une sorte de relais du réseau local. Donc là, il y aurait, dans la structure de la science qu'est l'écologie, des convergences qui pourraient être dessinées, me semble-t-il. Dernier point, je vois que le temps va être compté maintenant, je vais devoir essayer d'être rapide, mais le dernier point est bien sûr quand même peut-être le plus fondamental, puisque... Oui, j'ai le temps, bon, très bien. Puisque je vais essayer de pas trop le prendre non plus quand même, sinon je vais déborder. Mais le dernier point, c'est que bien sûr tout ceci rejaillit sur l'anthropologie et ne peut pas ne pas réagir sur l'anthropologie. Et là, les choses sont aussi relativement claires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on raisonne de manière systémique, comme je l'ai dit, et où on ramène tout sur un plan d'horizontalité, on va dire unique, inévitablement, on est conduit à faire de l'homme précisément un acteur parmi d'autres, sur un plan identique, en fait, au sein de la nature. Avec simplement, en fait, des variations qui seront des variations, on pourrait dire, d'intensité. C'est-à-dire que l'activité humaine, de fait, est a des conséquences plus marquées, plus importantes, ou, pour le dire de manière un peu plus négative, mais qui correspond à une réalité aussi. L'homme est plus prédateur, on pourrait dire, que d'autres espèces, puisqu'il a des capacités d'action qui sont bien sûr démultipliées par rapport aux autres espèces, du fait de son inventivité technique, technologique notamment. Bon. Mais il n'en reste pas moins qu'on va l'envisager comme un acteur, en effet, parmi d'autres, au sein de cette biosphère totale. Et de ce point de vue-là, on ne va pas avoir, on va dire, une interrogation sur une quelconque nature humaine, considérée, on pourrait dire, pour elle-même, qui distinguerait donc l'homme des autres êtres vivants. Alors, ce qui va se traduire, en fait, de manière relativement claire, par l'incapacité qu'a la pensée écologique à
vraiment penser l'homme comme être libre et donc moral. Inévitablement, on va le penser en termes justement purement techniques. Et donc, comme c'est un acteur parmi d'autres donc, qui déploie une capacité, en l'occurrence technique, d'interaction et voilà, de modification, pour rester vraiment descriptif, de modification de son environnement, mais sans l'envisager comme un acteur en effet moral. D'où là aussi des convergences quand même possibles avec la pensée mondialiste, puisque ceci nous ramène quand même assez facilement à une anthropologie, enfin, qui n'en est à peine une, parce qu'elle n'est pas vraiment raisonnée comme telle, mais qui de fait quand même existe. Et l'anthropologie où l'homme est réduit à un individu consommateur, où les différences culturelles sont très largement considérées comme secondes, voire où la nature humaine elle-même est entièrement indéterminée ou très largement indéterminée, quitte à ce que ce soit à l'individu lui-même de la déterminer. Bon, on peut faire bien sûr ici des rapprochements avec tout ce qui est théorie du genre, etc., dont la pensée mondialiste est quand même l'un des vecteurs très clairs depuis quelques temps maintenant et de plus en plus de nos jours. Bon, une sorte de version assez radicale de l'axiome sartrien que l'existence précède l'essence, et donc c'est à l'homme de se faire lui-même à partir d'une détermination radicale. Bon, la pensée écologique, à tout le moins, ne permet pas de s'opposer à ça. Elle n'est peut-être pas exactement sur le même plan, mais en tout cas, il peut y avoir là aussi des convergences. Alors, je tire les conséquences pour terminer et pour conclure. C'est que du coup, l'humanisme de l'écologie, les écologistes ont pu revendiquer parfois un certain humanisme. Alors d'abord, il peut être parfois très douteux. Bon, c'est un courant. Il peut être à la limite de bonne volonté et je dirais tout à fait, comment dire, respectable. Il va y avoir des écologistes catholiques, chrétiens catholiques, qui sont éminemment respectables du point de vue de leur catholicité, on va dire, de leur humanité bien sûr, et voire de leur connaissance écologique. Mais il faut bien comprendre que cet humanisme ainsi compris, disons, qui pourrait correspondre à peu près à ce que nous pourrions considérer comme juste, ne découle pas du tout des prémices de la science. Et quelque part, c'est quelque chose d'extrinsèque. Ça fait partie davantage de préférences personnelles ou d'apports qui proviennent d'une autre source chez la personne, par exemple la foi ou des convictions aussi philosophiques ou une certaine vision philosophique, mais qui ne découlent pas de l'écologie elle-même. Par conséquent, bien entendu, l'écologie peut aussi bien véhiculer comment dire, une vision de l'homme tout à fait contraire et un anti-humanisme assez radical. Bon, on sait que des courants radicaux de l'écologie sont dans cette mouvance-là, considérant à la limite d'être comme un être, l'homme pardon, comme un être nuisible, une sorte de parasite sur la Terre, dont l'action serait purement négative. Bon, les courants les plus extrémistes peuvent aller jusque-là. Alors là, il y a la convergence avec un certain quand même, oui, on pourrait sans doute dire ça ainsi, pessimisme anthropologique du mondialisme, qui n'est quand même, s'illustre quand même pas par comment dire, le fait de magnifier quand même la nature humaine et de faire vraiment une sorte d'apologie de ce qu'est l'homme. Hein. Bon, là, les corrélations peuvent aussi, je crois, se faire. Bien entendu, je ne parle même pas de la question religieuse. Encore qu'on pourrait le faire, puisqu'on a parfois l'impression à lire la littérature écologique ou écologiste, qu'il en va un peu chez eux comme si l'homme était en effet responsable d'une sorte de chute de la nature, comme nous dit Saint Paul, mais sans qu'il y ait ici, bien sûr, du tout de rédempteur. Bon, c'est une sorte de parodie de ce que nous dit la foi, que la nature, en effet, est aussi enfermée, captive, comme nous dit Saint Paul, du fait de la faute de l'homme. Bon, on a parfois l'impression d'une sorte de parodie de ce discours-là dans un discours écologiste. Et bien entendu, il n'y a pas d'horizon salvateur qui en permettrait de garder une certaine espérance. Donc voilà, il peut y avoir, je pense, un certain pessimisme dans le côté mondialiste qui se retrouve aussi dans ce discours écologiste. Alors j'aurais peut-être quelques éléments de très rapide conclusion.
à partir de là, que faut-il penser quand même de l'écologie? Euh, je pense que nous serons plus facilement clairs par rapport à la question de la mondialisation, hein, auquel je crois tous nous trouverons, je crois, assez clairement opposés. Quant à l'écologie, bien sûr, c'est un peu plus délicat, puisque, redisons-le une dernière fois, elle a quand même apporté, je pense, quand même beaucoup de choses. Mais le rapport à la nature qu'elle pose me semble en effet problématique. Bon, et à la limite, cette convergence, je conclurai sur ça, entre mondialisme et écologie, peut se comprendre du fait qu'on est quand même sur des structures de pensée qui émergent quand même à la même époque, correspondent à une structure de pensée, disons, plus largement moderne, qui met vraiment en question la notion de nature et le rapport à la nature de l'homme. Le point des dénominateurs communs, c'est en fait une approche qui est purement technique de l'homme et de la nature, et donc du rapport entre les deux, qui est incapable de penser une action morale et donc politique au sens premier et noble du terme, au sens aristotélicien, au sens moral du terme. Et ça, c'est pas de soi étonnant, puisqu'on est sur un paradigme moderne qui est commun, en fait. Si on veut en effet arriver à dépasser ça, c'est en fait ce paradigme commun, et donc cette civilisation qui a tout misé sur la puissance et sur la technologie, sur la technique et la technologie, qu'il faudra arriver à dépasser, à surmonter, enfin, à critiquer et à arriver à proposer autre chose, et à retrouver un rapport à la nature qui soit autre. À partir de là, on pourra peut-être commencer aussi à intégrer des apports réels et à faire de l'écologie, à faire le tri entre ce qui est connaissance effective et ce qui n'en est pas, ce qui serait un très vaste travail, mais aussi fort intéressant du reste. Je vous remercie.